Bonjour, salam alaikum, bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous psycho quotidien à la bonne heure. Salam alaikum, bonjour Sophia. Bonjour William, bonjour à toutes et à tous, auditeurs, facebookers, auditrices et facebookeuses. Et dans l'ombre, salam alaikum Abdeslam. Bonjour, tu nous entends. Alors, nous ne serons pas toutes seules, il n'y aura pas que nous aujourd'hui. Nous serons également en votre compagnie à travers vos messages et même vos appels parce que Sophia, il me semble que nous pouvons entrer dans le direct. Oui, alors vous pouvez nous rejoindre à tout moment via les réseaux sociaux, poser des questions, nous interpeller, nous dire ce que vous en pensez en mettant des réactions ou des commentaires. Vous pouvez nous suivre via application, onde radio, télé ou bien application. Et oui, et ce rendez-vous à la bonne heure a pour objectif d'aborder chaque jour un thème de votre vie quotidienne et de vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer, témoigner et interroger. Donc, profitez-en. Cet espace est le vôtre. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour échanger ensemble. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, Sophia. Des tyrans domestiques. Eh oui, je suis confinée avec un tyran domestique. Je suis confinée avec un tyran domestique. Alors, la situation de confinement, on va d'abord, si tu veux bien, Sophia, en parler un petit peu parce que c'est une situation qui est exceptionnelle, c'est une situation particulière. Donc, il faut déjà expliquer les enjeux de de ce confinement. À quel jour on est aujourd'hui du confinement? Je sais même plus. Je dirais J plus 17. J J'ai plus. perdu la notion du temps depuis bien un moment, tu vois. Alors, le confinement, ça m'a pas aidé. Eh ben, ma question, elle n'est pas anodine. Je t'ai volontairement posé cette question parce que selon moi, il faut éviter le plus possible de faire un décompte. Il faut le plus possible éviter de compter le jour parce que ça risque d'augmenter votre impatience, votre frustration. Donc moi, je m'en fiche complètement de savoir à combien nous en sommes dans le confinement parce que ça risque d'augmenter notre sentiment d'étouffement. En plus aussi, on a employé le terme de confiné, on le voit là dans le titre de l'émission. Mais moi personnellement, j'aime pas trop ce mot. Est-ce que toi, ça te convient ce mot, Sophia? Non plus, j'ai l'impression d'être une sardine dans une boîte. Genre, j'ai pas de choix. Alors que j'ai le C'est choix en soi. C'est pour ma sécurité et c'est volontairement que je reste chez moi et pour la sécurité de mes proches et de mes voisins. Exactement. Moi aussi, j'aime pas tellement ce mot de confinement parce que je le trouve très anxiogène. Je le trouve laid même. Je le trouve vraiment pas beau. Je préfère plutôt parler, moi, de retraite. Alors, je vais pas parler de retraite spirituelle, mais je vais parler de retraite parce qu'il y a quelque chose d'une idée de c'est moi qui fais ce choix, c'est moi qui suis dans la volonté d'agir de cette façon. Alors que dans le mot confinement, comme tu l'as très bien dit, on a l'impression qu'on est replié, qu'on est écrasé comme dans une sardine. Alors, la période de confinement, c'est une période donc de crise. Nous la connaissons tous. L'atmosphère est très anxiogène. C'est pas pour rien que déjà j'essaye de vous proposer de changer les mots, les termes que vous employez. C'est vraiment une situation qui est liée à une grande peur qui est celle de la contraction du virus Covid-19 et de la peur pour nous et pour nos proches. Donc les inquiétudes qui sont en lien avec cette situation, plus d'autres inquiétudes qui viennent se greffer à celle de la peur de la contamination, ne vont faire qu'exacerber les tensions intérieures. Alors, on a aussi des inquiétudes qui sont en lien, on n'en parle pas forcément suffisamment, mais il y a aussi les inquiétudes qui sont en lien avec la situation économique. Certes, il y a des personnes pour qui le salaire va être maintenu, mais il y a énormément de personnes qui sont des auto-entrepreneurs, qui sont des chefs d'entreprise et pour qui ces jours que nous vivons sont très anxiogènes, des patrons. Et souvent, beaucoup de tyrans sont justement des patrons, des chefs d'entreprise. Donc, on voit que les inquiétudes qui sont liées à la peur de la contamination du Covid-19, mais aussi à la situation économique, c'est des facteurs qui vont venir aggraver des états psychiques qui sont déjà fragiles. C'est important, je pense que tu vas acquiescer dans ce que je suis en train de dire. En fait, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'on n'est pas tous, égaux. On n'est pas tous égaux face à cette situation de confinement. Même si on est tous concernés, même si on est tous confinés
tous en retraite, certaines personnes vont être beaucoup plus sensibles, beaucoup plus fragiles devant la situation du confinement. Pourquoi, d'après toi, Sophia? Je pense que ça dépend de l'état d'esprit en fait de la personne. Si d'elle-même la personne elle est patiente, tranquille, de bonne humeur, ça va être frustrant de pas pouvoir sortir, oui, mais ça va être gérable. Alors que si la personne déjà d'elle-même elle est légèrement facilement agaçable, irritable, perturbable ou je ne sais quoi, si en plus de ça on la confine malgré elle, je pense que ça peut exacerber facilement tout ce qu'il y a de négatif en elle. Ouais. Alors, tu te souviens, dans nos précédentes émissions, on avait expliqué que nous vivions avec deux réalités, ma réalité interne et ma réalité externe. Nous ne sommes pas égaux devant notre réalité interne parce qu'on n'a pas tous vécu les mêmes choses, on n'a pas tous le même bagage sur le plan psycho-affectif, on n'a pas tous les mêmes traumas, on n'a pas tous la même personnalité. On a parlé hier d'une personnalité très particulière où on sait qu'il y a des décharges pulsionnelles, où il va y avoir de l'agressivité, la personnalité borderline. Donc, intérieurement, on n'est pas égaux. Mais aussi, dans la réalité externe, nous n'allons pas être égaux parce que tout le monde ne vit pas dans une grande maison, tout le monde n'a pas suffisamment d'argent sur son compte, tout le monde n'a pas la possibilité de sortir dans un jardin, tout le monde ne vit pas avec des personnes bienveillantes. Certaines personnes vont être confinées avec des personnes très désagréables, voire des personnes autoritaires, voire des personnes tyranniques, voire des personnes maltraitantes. Donc, c'est un fait, c'est une réalité. On n'est pas tous égaux devant cette situation que nous sommes tous en train de vivre. Maintenant, ce que l'on sait de façon globale, de façon générale, c'est que le confinement, il a un impact, il a des effets sur le plan psychologique. On sait, il y a des recherches qui ont été faites qui ont déjà démontré, mais avant même le Covid-19, avant le coronavirus, il y a des recherches qui ont été faites et qui ont démontré que la position de confinement, ce que nous vivons en ce moment, va avoir des effets psychologiques très négatifs. Alors, ça, c'est pas une surprise et peut-être que ça peut un peu inquiéter ce que je suis en train de dire. Mais moi, si j'ai pris le parti de vous dire quelles étaient les conséquences négatives du confinement, c'est surtout pour que vous ne voyiez pas la face et que, comme pour toute chose, par principe de précaution, vous puissiez prendre vos dispositions, mettre en place tout ce qui est possible avant d'en arriver à développer une des conséquences du confinement qui s'appelle le stress post-traumatique. Est-ce que tu sais ce que c'est que le stress post-traumatique? C'est, je pense, une tension accumulée due à un choc sur le long terme. Ouais, exactement. C'est ça. On peut ressentir un traumatisme en étant confiné chez soi parce que l'être humain, déjà, c'est une personne, nous sommes des personnes fondamentalement sociables. On a besoin d'interagir avec nos semblables alors que avec ce confinement, on réalise que ça nous manque. On va réaliser avec le confinement que nous sommes constamment en train d'interagir les uns avec les autres. Et c'est dans les petits manques qu'on va vraiment prendre conscience de ça. Par exemple, dans une journée, on va parler à notre boulangère, on va parler à notre voisine, on va parler à une personne dans le bus, on va interagir constamment avec la caissière, on va constamment être dans de la communication, même si on n'en a pas conscience. Et justement, le confinement vient nous faire prendre conscience de ce manque et vient nous faire prendre conscience à quel point c'est vital même pour nous sur le plan psychique. Donc, on peut déjà être traumatisé par le confinement parce que on va souffrir de cette carence-là, d'être dans l'échange, dans la communication. On sait que plus le confinement dure longtemps, plus les effets sur le plan psychologique risquent d'être importants et risquent même d'être délétères. Ça va vraiment dépendre, comme on le disait tout à l'heure aussi, de l'histoire de la personne. On n'a pas tous le même bagage, on n'a pas tous la même intériorité, on n'a pas tous la même histoire. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus prédisposées que d'autres à être traumatisées par la situation de confinement.
On sait que les personnes qui ont des troubles sur le plan psychiatrique, qui avaient déjà des troubles sur le plan psychiatrique, ou des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, c'est des personnes qui vont aussi être beaucoup plus vulnérables. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle moi, je continue mes consultations à distance, mais c'est aussi la raison pour laquelle, et j'en profite là, grâce à France Maghreb 2, de transmettre l'information, c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place une ligne d'écoute pour les personnes soignantes. Vous avez la possibilité de me contacter, c'est gratuit, c'est anonyme et vous pourrez mettre des mots et en prévenir les symptômes du stress post-traumatique. Alors, c'est quoi le SPT, hein, le stress post-traumatique? Je prends quelques secondes pour en parler parce que c'est quand même très important que les personnes qui commencent à sentir des angoisses, des tensions, on avait déjà fait une émission sur les angoisses, que les personnes qui sont angoissées ou en tension intérieure, elles puissent voir peut-être des petits signes d'alerte, des signaux d'alarme. Alors, le stress post-traumatique, c'est vraiment un trouble anxieux sévère qui apparaît à la suite d'un événement traumatique qui a éventuellement exposé à la mort, et c'est exactement de ça dont il s'agit pour le Covid-19. La personne qui présente un stress post-traumatique, elle peut être victime elle-même de l'événement ou le témoin de l'événement d'une catastrophe qui a concerné des personnes qui sont mortes. Donc, en gros, ce que je suis en train de dire, soit moi, j'ai des personnes qui ont été touchées par le Covid-19 et voire qui en sont mortes, soit je suis témoin, c'est-à-dire que je regarde à la télé, j'entends parler ou dans les réseaux sociaux de personnes qui sont mortes du Covid-19, et ben ça risque de m'amener à développer un état de stress post-traumatique. Raison pour laquelle, moi, je ne cesse de le dire, nous n'avons pas cessé de le dire toutes les deux, éloignez-vous le plus possible des écrans et de toutes ces informations, que vous vous y connectiez, que vous regardiez ou pas, ça ne changera pas grand-chose à la réalité de ce qui se passe à l'extérieur, donc déconnectez-vous. Donc, les principaux symptômes… Plus à notre réalité interne à nous, en fait. Exactement, c'est exactement ça. Donc, les principaux symptômes du stress post-traumatique, ça va être les insomnies, ça va être les cauchemars. Moi, j'ai des patientes qui me disent au téléphone qu'elles font de plus en plus de cauchemars, que même les rêves ne sont pas du même ordre en situation de confinement. Vous allez être irritable, vous allez avoir des sauts d'humeur, vous allez être colérique, irritable, saut d'humeur, colérique. Malheureusement, c'est ce qu'on retrouve chez le tyran domestique et on va y venir. Ça va également provoquer des symptômes d'angoisse, d'anxiété, comme je disais tout à l'heure, la peur et peut-être même des conduites un peu pathologiques. Des personnes vont chercher à être dans l'évitement, soit en buvant, soit en prenant des toxiques, en fumant du cannabis ou même en prenant des drogues. Le confinement n'a absolument pas stoppé les addictions et les personnes qui sont addictes à un toxique ne sont bien sûr pas sevrées par le confinement. Donc, pour la première étape pour aider ces personnes qui peut-être ont des symptômes de stress post-traumatique, ça va vraiment être de communiquer, de parler avec elles. C'est vraiment de pouvoir les écouter, de pouvoir les rassurer. C'est indispensable d'être le plus à l'écoute de ces personnes. On sait que plus on est bien entouré, moins on aura de symptômes de stress post-traumatique. On ne veut pas que les personnes soient traumatisées par ce qu'elles sont en train de vivre, même si on sait que c'est un des effets premiers du confinement. Nous, on ne veut pas, personne ne veut que vous puissiez être traumatisés parce que nous sommes en train de vivre. Donc, essayez le plus possible de parler, de communiquer avec les autres, essayez d'être entouré, même si c'est à distance, par vidéoconférence, par téléphone, par les réseaux sociaux. Mais voilà, essayez le plus possible de sortir de votre isolement. On sait aussi que les effets du confinement sur le plan psychologique, en plus de l'état de stress post-traumatisme, ça va être, comme je disais, l'anxiété, la nervosité, la confusion, la dépression. J'ai pas entendu. Je complète. Je t'ai dit les sauts d'humeur, le fait d'être irritable, le fait d'être bancal en fait, de pas être stable psychologiquement. Un coup ça va aller, un coup ça va être la grosse colère sans raison particulière. Faut vraiment limiter, canaliser et essayer de garder l'équilibre constant. Eh oui, exactement. C'est exactement tout ce que tu viens de nous dire. Alors, et comment on fait? Alors, quand on est en confinement et que on sait
qu'on est avec un homme, alors je dis hommes parce que c'est souvent malheureusement les hommes qui sont plus prédisposés à être des tyrans domestiques. Comment on fait quand on est dans cette situation-là? C'est la réalité qui elle-même est anxiogène et qu'en plus on est en couple avec quelqu'un qui potentiellement au niveau de son intériorité va être beaucoup plus sensible, beaucoup plus impulsif, beaucoup plus agressif du fait du confinement à cause de sa personnalité ou à cause de ce qu'il a pu vivre ou bref de ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Comment on fait? On sait que dans le couple, on sait que la situation de confinement ne va venir que exacerber, ne va venir que révéler, ne va venir que mettre en évidence ce qui existait déjà avant le confinement. Donc, si ça n'allait pas, c'est compliqué pour que ça aille mieux en confinement. Alors, dans notre entourage, c'est ce que je disais aussi, on n'est pas tous égaux. Dans notre entourage, on va avoir des personnes qui sont particulièrement difficiles, qui sont désagréables, que l'on a du mal à supporter et qui peuvent, dans leur style de communication, dans leur façon d'être, leur façon d'agir, vont nous créer en nous vraiment des sensations de malaise, de gêne. On est obligé. Beaucoup de personnes sont obligées de vivre avec des gens avec qui elles ne sont pas bien, avec qui elles ne sont pas épanouies, avec qui elles ne sont pas heureuses. Et justement, ces personnes-là, le tyran fait partie de ces personnes-là, qui c'est quelqu'un d'autoritaire, de dominateur. Il règne en maître sur les autres, le tyran. Il prend de haut, il rabaisse constamment. Donc, le confinement à domicile, ça va générer un terreau qui est propice aux violences conjugales et intrafamiliales et la situation de réclusion, on connaît tous ce terme de réclusion criminelle, c'est ça, on est dans une réclusion, ça va exacerber les tensions à l'intérieur de nous, mais aussi entre les personnes. Donc en fait, c'est comme une cocotte minute. On a mis tous les ingrédients, on a fermé la marmite et on laisse prendre. Ouais, exactement. Et toutes les études ont vraiment montré qu'en période de crise, il y a vraiment un risque d'accroissement des violences. C'est une cocotte minute, comme tu le dis très bien. De toute façon, tous les moments de bouleversement, en réalité, constituent des zones de violence. Donc là, on est vraiment encore dans les débuts. On est vraiment dans cette zone-là de bouleversement. Et donc, on sait qu'il y a un risque accru à la violence, à l'augmentation de la violence dans les couples, mais pas que dans les couples, c'est aussi parents et enfants. D'ailleurs, je crois que tu as des chiffres, Sophia, non? C'est exactement ce que j'allais te dire, en fait. Selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, les violences conjugales ont connu une hausse de plus de, écoute-moi bien, William, 30% depuis le début du confinement. Samedi 28 mars, un drame familial est revenu nous rappeler ça, en fait, car en Seine-Saint-Denis, un petit garçon de 6 ans est arrivé en état de mort cérébrale à l'hôpital après avoir été roué de coups par son papa. Il est mort le jour même. Oui. C'est affreux. Eh oui. C'est un révélateur. C'est un révélateur et on donnera toutes les deux à la fin de notre émission des conseils, des moyens de sortir de cette crise le plus sereinement possible, Alors, le confinement, il accentue vraiment la situation de proximité et de promiscuité. Donc, ça va renforcer le stress et l'anxiété et surtout, ça va limiter le temps de répit pour les victimes potentielles. Si je vis avec un tyran, je suis une victime, que ce soit clair. Donc, en situation de confinement, les personnes angoissées qui ne savent pas exprimer leurs émotions, qui ne savent pas communiquer, elles vont être beaucoup plus propices aux décharges pulsionnelles et à l'agressivité. Tu te rappelles? Oui. Mais par contre, William, cette histoire-là ne date pas d'hier, malheureusement. Je vous propose de vous passer un extrait de nos confrères de Brut Magazine, puis ensuite on enchaîne par la pub et on se retrouve directement après. Malheureusement, encore en France, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. En France, 223 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint.
seulement 14% des victimes portent plainte. Il y a de toute façon à la fois une éducation qui doit être menée, en particulier vis-à-vis des plus jeunes, pour leur expliquer le respect entre les hommes et les femmes, leur expliquer ce qu'est des violences sexistes qui peuvent ensuite devenir un certain nombre de violences conjugales. Il y a la prise en compte des enfants dans les familles qui sont témoins de violences conjugales, parce qu'on sait qu'un enfant qui est élevé dans un climat de violence et qui voit un de ses parents victime et un de ses parents agresseurs a un certain nombre de chances de reproduire le schéma, soit en tant qu'agresseur, soit en tant que victime. Et puis après, il y a naturellement des campagnes de communication, de sensibilisation qui sont menées depuis un certain nombre d'années, qu'il faut continuer pour inciter les victimes à briser l'emprise des violences conjugales, pour que ces femmes victimes de violences comprennent que le problème ne vient pas d'elles et que la seule solution pour elles, c'est de partir. 37% des cas de viol, c'est le conjoint de l'auteur qui les fait. Le viol conjugal, il faut savoir qu'il est reconnu que depuis 2006 dans la législation française. Jusque-là, on était encore dans cette perception du devoir conjugal. Donc, il faut effectivement sensibiliser l'ensemble des acteurs, et y compris les forces de sécurité intérieure, c'est ce que fait la gendarmerie depuis un certain nombre d'années, que dans les violences conjugales, on a bien évidemment la violence physique, c'est celle qu'on voit immédiatement, mais qu'on est aussi confronté à de la violence psychologique, verbale, économique et également sexuelle. Et ça, c'est extrêmement important de l'avoir en ligne de mire, parce que les victimes, quand vous leur parlez du viol conjugal, pour elles, ça n'existe pas. Et oui, la violence physique, elle apparaît souvent alors que la femme est la plus vulnérable et dépendante. Et c'est exactement ce que nous voyons. Comment ? C'est ça qu'on peut retenir de la vidéo, c'est que la violence peut autant être physique que verbale. C'est ça qui m'impressionne le plus. Du coup, on va pas tarder à lancer la pub. On se retrouve juste après, mais on reste connecté sur le live Facebook de la radio. Pour tous nos auditeurs et nos auditrices, n'hésitez pas à venir nous rejoindre afin de commenter et de participer. Et pour les autres, posez vos questions. Nous sommes là et nous vous attendons. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Alors, cette oui, vidéo. Oui, donc, on n'a cette pas vidéo beaucoup de... Excuse-moi, j'étais en train de te dire que nous n'avons pas beaucoup de questions encore pour le moment, pour nos Facebookers qui nous suivent actuellement. Mais par contre, on a des retours sur le thème du jour qu'ils trouvent très intéressant. Donc, pendant la pub, peux-tu prendre le temps de nous décrire les violences physiques comme mentales en 30 secondes, vraiment, hein. 30 secondes, ça va être difficile. Tu me connais, je suis bavarde. Après, il faudra reprendre avec les auditeurs. C'est pour ça. Alors, d'accord. Donc, je vais juste résumer un petit peu ce qu'on a vu et continuer à un petit peu avancer. C'est vrai que voilà, comme je le disais, la violence physique, elle apparaît souvent alors que la femme est la plus vulnérable et la plus dépendante. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer là en situation de confinement. Hein. Pour les femmes et les enfants qui sont maltraités, tu as parlé d'un enfant qui a été tué il y a quelques minutes. Le confinement entraîne vraiment une surexposition aux violences, parce que la femme, elle est cloîtrée avec cet homme qui la terrifie, et lui, il est libre absolument d'agir comme il le souhaite. Ces femmes, elles sont confrontées 24 heures sur 24 à un conjoint dont la patience va forcément diminuer petit à petit face à la fatigue psychologique qui s'installe souvent pendant une période de quarantaine. Ce que je disais tout à l'heure, le confinement, ça a des effets sur le plan psychologique. Et ces effets, ils agissent aussi sur les hommes qui sont tyranniques et sur les hommes violents. Et donc, ça vient exacerber l'impatience, la fatigue psychologique de ces hommes tyranniques. Et donc, forcément, ça met encore plus en danger les femmes qui étaient déjà maltraitées dans le passé. Hein. Donc, rester à la maison, ça relève vraiment du défi surhumain pour les femmes qui sont avec ce type d'hommes, parce qu'elles ont le sentiment d'être en prison
d'être vraiment en prison. Puis en plus de ça, le fait d'être emprisonné hein, dans leur logement, c'est même plus, là c'est vraiment un confinement, c'est plus un choix. En plus de ça, les activités, elles sont très limitées. Elles peuvent pas sortir, prétexter une activité pour les enfants. Le mari ne va plus travailler, il est en télétravail. Elles ont plus de soupape de décompression. Vous voyez, c'est surtout en fait, voilà, il y a plus d'échappatoire. C'est vraiment, il y a plus de possibilités ou très peu de possibilités pour ces femmes j'essaye de faire vite, de s'enfuir. Donc l'enjeu il est pas mince. Je reviens juste sur des chiffres que tu nous as. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Je reviens juste sur les chiffres que tu nous as. Alors, nous voici de retour sur la page Facebook ainsi que sur les ondes FM. Excuse-moi de t'interrompre, Wiem. Hein. On reprend le sujet du jour qui est confiné avec un tyran. Wiem, on te laisse redébriefer en express la vidéo que tu as vue, s'il te plaît. Donc, je disais que la situation de confinement, c'est une situation qui va venir exacerber les tensions, qui va venir aggraver ce qui était déjà latent, ce qui existait déjà dans le passé, dans la relation du couple. Sans exutoire, on peut imaginer que les hommes vont prendre leurs femmes pour des dérivatifs à leur angoisse, hein, pour un punching ball. La stratégie d'un tyran, c'est déjà avant le confinement d'isoler hein, sa victime. Et ben là, il va s'en donner à cœur joie. Là, ça va être, il a toutes les raisons, toutes les justifications pour l'empêcher de sortir et de trouver des issues de secours. Avant, elle avait des excuses, hein, mais là, elle va en avoir beaucoup moins. Elle pouvait sortir sortir et téléphoner, elle pouvait prétexter aller chercher des enfants à l'école ou faire des courses. Là, ça devient très compliqué et donc ça va intensifier les angoisses. Je reviens juste sur des chiffres que tu nous as donnés tout à l'heure. On sait qu'une femme décède tous les 3 jours. En moyenne, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint et on sait qu'une femme sur 2 est tuée par son mari, c'est-à-dire celui avec qui elle vit. Et dans 80% des cas, avant le confinement, c'était dans le logement que ces femmes étaient tuées. Donc vous imaginez comment ce chiffre va augmenter puisque là, personne ne voit, personne n'entend. Hein, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et donc, cette situation de confinement, elle va clairement exacerber, elle va augmenter, elle va intensifier les tensions. Alors, il y a trois tensions. Oui. Excuse-moi de t'interrompre, on a une question intéressante. Là, pour l'instant, depuis le début de l'émission, nous traitons les tyrans. Mais par contre, pour les tyrans au féminin, ce n'est pas les mêmes conséquences. Elles ne vont pas forcément violenter physiquement leurs compagnons. Elles vont peut-être plus comprendre sur le côté physique, psychologique aussi. Enfin, physique, oui. Alors, c'est beaucoup plus rare chez les femmes, mais chez les femmes maltraitantes, chez les femmes tyranniques, c'est exactement les mêmes processus. Si, ça va être une violence. Peut-être qu'on pourrait mettre à l'écran le schéma de toutes les, pas celui-là, de toutes les violences qui existent. Pardon. Il y a un schéma qui est très bien fait, voilà, qui montre toutes les formes de violence. Est-ce que tu peux nous les lire, Sophia? Parce que qu'on soit un homme ou une femme, c'est la même chose. Hein. Les femmes aussi sont violentes physiquement, même si c'est plus rare. Alors, il y a le côté psychologique hein, qui va contenir des menaces, des commentaires baissants, humiliants ou rabaissants. Il y a le verbal où c'est plus paroles, cris ou voire le silence. Il y a le côté économique, priver la victime et l'empêcher de subvenir à ses propres besoins. Bien sûr, le physique, hein, gifles, coups, brûlures, étranglements, avec ou sans armes. Les agressions sexuelles, forcées, sans consentement. Le spirituel aussi, empêcher la victime de pratiquer sa religion ou lui imposer un autre lien malgré elle. Vraiment, on est dans l'emprise psychologique pour bloquer la victime, dans le but ultime de l'humilier, la blesser, la contrôler, l'isoler, lui faire peur, l'intimider ou même la rabaisser. Ensuite, dans la catégorie crime, nous avons les meurtres, les tentatives de meurtre, l'harcèlement criminel, les menaces criminelles, les agressions sexuelles, les voies de fait et les extorsions. Bien sûr, j'ai fait du plus puissant au moins puissant, mais dans tous les cas, c'est méchant pour pas faire. Exactement. Et là, ce que tu nous décris, c'était vraiment en réponse à notre Facebookeuse. C'était vraiment pour répondre à sa question. Là, ce que tu nous as présenté, on le retrouve à la fois chez les hommes que chez les femmes. Même si chez les femmes, c'est beaucoup
plus moins important. Est-ce que c'est dû au fait que les hommes sont beaucoup plus pudiques, ont beaucoup plus honte, expriment beaucoup moins facilement leurs émotions, parlent beaucoup moins facilement de leur intimité, et donc ça vient biaiser un petit peu nos chiffres, nos statistiques. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça existe également chez les femmes. Les femmes ne sont pas immunisées contre la manipulation, la maltraitance et les violences. Ça, ce que nous venons de voir, c'est vraiment on va dire, le niveau 3. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs degrés dans la maltraitance, dans l'agressivité, dans les violences. On considère qu'il existe 3 niveaux de tension. On a un schéma qui est pour moi très bien, qu'il faudrait faire une capture d'écran pour les personnes qui nous regardent par le biais de leur téléphone et la garder vraiment cette échelle et la garder à l'esprit. Mieux que ça, afin de leur éviter d'avoir nos 2 grosses têtes et l'échelle entre les deux, je vais publier en commentaire l'échelle à la fin de l'émission. D'ailleurs, oui, il me faudrait, avant qu'on développe de l'échelle, il y a plusieurs points à aborder. Bien sûr, je ne veux pas spoiler l'émission, mais on nous demande si les femmes peuvent aussi commettre des meurtres, du coup, et comment, et ça sera dans un deuxième temps de l'émission, limite sur le live Facebook de la radio, limiter ou contrôler un enfant difficile et agressif pour justement éviter qu'il devienne lui-même tyran. Là, c'est 2 points que je t'ai abordés pour après. Alors, là, on revient donc à l'échelle. Je préfère tout de suite dire que le deuxième point, on va l'évoquer dans une autre émission parce que il faut expliquer les processus psychologiques de l'enfant. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faudra mettre en lumière. Donc, ça sera trop long et je veux vraiment qu'on se concentre sur ce sujet. Maintenant, par rapport à la première question, est-ce qu'une femme, elle peut en arriver à tuer? Bien entendu. Le désespoir, la souffrance psychique, la douleur, le sentiment de ne pas réussir à sortir de l'emprise, de la maltraitance dont elles sont victimes, peut amener la femme par instinct de survie à passer à l'acte. Maintenant, des femmes psychopathes, il y en a aussi. C'est ce que j'allais dire, si c'est pas la femme qui est victime et qui veut se défendre, mais si la femme est un tyran et qu'elle en a ras-le-bol de son compagnon, elle prend une poêle et qu'elle dit allez, aujourd'hui ça va être ta fête, Coco. Mais bien entendu, la maladie mentale, elle n'est pas sexuée, elle n'est pas spécifique à un genre, à un homme ou à une femme. Donc bien entendu qu'il existe aussi des femmes qui sont malheureusement psychopathes, borderline et autres. Donc, je reprends, cette émission concerne vraiment tout le monde. Nous sommes là pour vous aider au mieux à vivre votre confinement et votre quotidien avec un tyran domestique, parce que c'est le thème du jour, que ce soit une femme ou un homme. Même si je vais quand même me focaliser un peu plus sur les femmes, parce que, comme je disais, statistiquement, c'est quand même elles qui sont le plus en propension, qui sont beaucoup plus victimes de maltraitance, et aussi parce que socialement, économiquement, c'est beaucoup plus difficile pour une femme de sortir de ce genre de situation. Alors, il existe 3 niveaux de tension en situation hors confinement ou en situation de confinement qu'il faut bien avoir à l'esprit. Le premier niveau, c'est celui c'est la tension qu'on pourra ressentir, que l'on pourra vivre quand on est en conflit avec l'autre, quand on a tendance l'un ou l'autre à être dans l'intériorisation de nos émotions, à ne pas trop bien savoir gérer nos émotions, à ne pas savoir gérer le conflit dans le couple. Et puis on sait qu'en situation de confinement, il y a énormément de frustrations qui sont induites par la situation de confinement. Et donc la première tension, c'est vraiment celle qu'on retrouve quand on est en dispute, en conflit avec son conjoint, mais on n'est pas dans de la pathologie. On a tous vécu ça, tout le monde le vit, mais c'est pas pour autant qu'on va passer au niveau 2 de l'échelle, au niveau 2 de la tension, où là, il commence à y avoir des violences. Là, on passe au niveau de la violence, il commence à y avoir des violences essentiellement verbale, c'est essentiellement une violence psychologique qui est exercée sur la femme ou plus rarement sur l'homme. C'est ce deuxième niveau. Il faut surtout pas qu'il donne accès, qu'il ouvre la porte au 3e niveau, qui est celui clairement des violences physiques et malheureusement des féminicides. Dans le 3e niveau, la violence, elle est vraiment physique et elle peut, comme je le disais, amener à des extrêmes tels que la mort. Alors, on sait
Maintenant, si avec toi aujourd'hui, Sophia, on se concentre sur le niveau 2 et le niveau 3, en fin d'émission, on donnera des conseils pour ceux qui sont dans le niveau 1, c'est-à-dire les conflits un peu normaux, les conflits un peu lambda dans un couple. Si les personnes qui nous regardent nous entendent sont dans le niveau 1 ou dans le niveau 2, on sait qu'il existe un cycle de la violence. Et je voudrais, s'il te plaît, Sophia, si tu es d'accord, que tu nous le lises, que tu nous exposes en fait le schéma qui est à l'écran. Oui, alors au début de la relation ou après une dispute, l'agresseur se présente sous son meilleur jour et fait comme si tout était normal. Tout va bien, je suis gentil, je t'aime, t'es la meilleure. Ensuite, la tension commence à apparaître. Du coup, l'agresseur devient stressé. La victime va donc alors tenter de l'aider à résoudre ses problèmes parce qu'elle est empathique, elle est gentille. Mais la tension va monter peu à peu et la victime va commencer à craindre l'agresseur. Là, on va quitter le stade tension pour entrer dans le stade agression. Et là, la tension accumulée va alors éclater. L'agresseur commet un ou de violence psychologique ou physique envers sa victime. Après ça, il va se justifier en lui disant je suis désolé, j'ai été malade, maladroit, c'était un coup de tête, j'étais de mauvaise humeur, j'étais en colère, c'est pas contre toi. Du coup, l'agresseur va blâmer la victime, la culpabiliser, minimiser l'importance de sa violence à lui commise, car il va la mettre sur son dos à elle, et l'agresseur tente de convaincre la victime des faits qui se sont passés en disant oui, donc c'est de ta faute. Il se remet lui-même rarement en question. Puis après, on va repasser dans la phase 1 qui est tout va bien, tout est beau, je te donne tout, t'es la meilleure, pour repartir encore et encore. C'est ça, c'est exactement ce que tu viens de nous dire. Faut vraiment bien comprendre que la violence conjugale, elle arrive rarement sans prêter garde, sans prévenir. C'est très rare que des femmes se font frapper tout de suite dès le premier conflit. On a toujours des signes précurseurs, on a toujours des petits signaux qui laissent présager la violence. Donc, le climat de violence, il s'installe graduellement au sein du couple et même quand le mal est fait, comme tu l'as dit, les épisodes de violence sont souvent suivis par des épisodes idylliques, des périodes de pseudo-paix. Et c'est ce qui fait que la violence conjugale, elle est particulièrement perverse et que les femmes qui en sont victimes ne savent souvent pas sur quel pied danser. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le problème, c'est qu'en période de confinement, ça va plus vite. Ce cycle que tu nous as décrit, ça va être beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que les phases d'accalmie vont être plus courtes et les phases de violence, d'agressivité vont être de plus en plus fréquentes. Le stress, il est plus grand et donc la boucle va se mettre à tourner vraiment plus vite et on va grimper dans les niveaux de tension beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'on va passer du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3 beaucoup plus rapidement. Parce qu'on est tout le temps ensemble. Il n'y a pas de soupape de décompression, il n'y a pas d'échappatoire, on n'a pas de moyen de changer les idées. Et c'est encore pire quand on vit dans un logement petit, exigu, c'est beaucoup plus compliqué. Si j'ai une maison où je peux aller dans une pièce toute seule me cacher, ça va être beaucoup plus facile que si on est dans un 2 pièces ou dans un studio, bien entendu. Alors, comme tu l'as dit, les débuts sont toujours prometteurs dans cette relation. Dans le début de la relation, les hommes, ils sont toujours souvent très gentils, très passionnés. Ils vont couvrir leur amoureuse de cadeaux. Il n'y a pas très longtemps, j'ai une patiente au téléphone qui me disait mais non, moi il était les premières semaines, il était très gentil avec moi, il était très doux, il me couvrait de cadeaux, c'était un amour. Et puis il a changé. Mais s'il a changé, c'est à cause de moi. C'est ma faute. Donc ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours par cette phase-là où on jette des paillettes dans les yeux de la victime potentielle. Et c'est aussi un bon moyen pour culpabiliser ces paillettes qui sont jetées au début de la relation. C'est un bon moyen pour culpabiliser par la suite la victime quand… oui. En fait, l'agresseur, dans un premier temps, va tout donner. Il va donner la version idyllique de lui-même, émouvante. Ça va être du rêve, un leurre. Puis après, peu à peu, il va prendre l'emprise et le pouvoir sur l'autre. Il va se permettre de dépasser des limites que lui-même, ne respecte pas, pour après retourner sa veste et dire « Non, mais t'as vu, tout ce que je fais pour toi, c'est toi, t'es ingrate, c'est toi, tu vois pas, c'est toi, t'es pas contente. »
Et oui, c'est ça. Et surtout, c'est que les reproches à ce moment-là, ils vont se faire de plus en plus fréquents. Au début, il l'idéalise, hein, il la complimente, et ensuite, il va de plus en plus lui faire des reproches. Et en parallèle, et c'est là où c'est très pernicieux, la situation de confinement, c'est qu'en parallèle, le conjoint va tout mettre en œuvre pour isoler la femme. Hors confinement, il l'isole. Imaginez comment l'étau se resserre. En confinement, il va avoir toujours les mêmes mécanismes, il va l'isoler encore plus. Et comment il va l'isoler? Il va, par exemple, lui interdire d'aller sur les réseaux. Il va lui interdire d'appeler ses parents. Moi, j'ai une patiente qui m'a contactée avec le téléphone de son fils en cachette parce qu'il lui a carrément pris son téléphone. Vous voyez jusqu'où ça peut, tu vois, Sophia, jusqu'où ça peut aller quand même. Donc, il va aussi faire des insinuations en disant, regarde ta famille, elle t'aime pas, tes amis, si elle t'aimait, elle t'aurait contacté, etc., etc. Donc, il va faire des insinuations. Sur le plan psychologique pour retourner le cerveau de la personne pour mieux l'isoler, pour avoir une plus grande emprise sur elle. C'est ça, exactement. C'est vraiment ce qu'on appelle la manipulation et l'emprise. Mais est-ce qu'il prend du plaisir à faire ça ou est-ce qu'il ne fait pas exprès, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait? Alors, ça va dépendre du profil psychologique de la personne. Moi, j'ai volontairement, quand on a discuté toutes les deux du sujet de l'émission, on s'est volontairement dit toutes les deux qu'on ne parlerait pas de pervers narcissique parce que moi, je prends le parti, même si c'est reconnu par une grande partie par beaucoup de psychologues, de psychanalystes et de psychiatres, moi, je prends le parti de ne pas trop employer ce terme, tout simplement parce qu'il n'est pas inscrit dans notre DSM-5, il n'est pas reconnu par la communauté scientifique. Peut-être que ça viendra, très probablement que ça viendra. Mais moi, j'ai pas voulu parler de perversion narcissique aujourd'hui. J'ai préféré parler de tyran. On a préféré toutes les deux parler de tyran domestique parce que tout le monde peut être un tyran à un moment donné, parce qu'il a eu une histoire particulière, on y viendra, parce qu'il a été exposé à certaines situations, à certains modèles, parce qu'il ne sait pas gérer ses émotions, parce que il a une personnalité autre que la perversion ou le narcissisme. Donc, tout le monde, beaucoup d'hommes peuvent être des tyrans domestiques sans pour autant être des pervers narcissiques. De toute façon, on aura l'occasion de refaire une émission complète sur les pervers narcissiques, mais il faut savoir que tout être humain va utiliser la manipulation pour communiquer. C'est la base, en fait, de l'échange. Après, il y a la manipulation positive ou la manipulation négative. Donc, c'est la... Non. Ça aussi, on va développer ça un peu plus. Non, il n'y a que des manipulations négatives. C'est quoi la différence entre l'influence et la manipulation? La manipulation, c'est quand j'essaye de t'amener à faire une chose qui est bonne pour moi, qui n'est pas bonne pour toi, sans que je te le dise, en mentant. Alors que l'influence, c'est je veux que tu fasses un truc pour toi en bien, sans forcément te le dire. Exactement. Alors que moi, j'aurais appelé ça manipulation positive, mais en effet, tu as raison. Merci de me reprendre, William. Du coup, pour revenir à notre sujet de tyran domestique, le tyran ne prend pas de plaisir malsain à faire culpabiliser sa victime. Il ne se nourrit pas de ça. Pas le borderline, pas celui qui a un gros problème dans la gestion de ses émotions, pas celui qui est traumatisé, qui a vécu qui a été exposé à des scènes de violence. Il va après coup avoir une vraie culpabilité. Il va après coup avoir vraiment une vraie culpabilité. Il va vraiment s'en vouloir, mais c'est pas un manipulateur. Et c'est là où c'est la manipulation, on va vraiment la retrouver dans la perversion narcissique. Alors moi, je pense que donc ce que je comprends, c'est qu'il ne fait pas ça réellement sciemment. C'est que c'est inconscient ce qu'il fait, il s'en rend pas compte. On peut rendre tout conscient. C'est pas parce que il est débordé par ses émotions que il ne peut pas agir sur ses conduites, qu'il ne peut pas agir sur ses comportements et qu'il peut pas faire en sorte de changer. Ce qui est plus fort que moi vient de mon inconscient et c'est à moi de faire un travail sur moi pour ne plus être dépassé par mes conduites. Donc il n'est pas à plaindre, hein. Il n'est absolument pas à plaindre. Par contre, le pervers narcissique, lui, il prend plaisir à faire du mal. Il y a une forme de sadisme. Il est dans une jouissance de maltraiter et de voir l'autre souffrir. D'accord, ce qui n'est pas le cas de notre tyran. Ouais, exactement. Moi, je pense que ce serait important quand même qu'on ait une idée un peu plus précise de qui sont ces hommes. Si tu veux bien, Sophia, si tu veux bien nous en parler. Alors, en général, ces hommes-là
sont des agresseurs qui vous humilient, vous dévalorisent ou se moquent de vous devant d'autres personnes. Ils vous rabaissent régulièrement ou ignorent vos opinions, d'idées, de suggestions, même vos besoins. On fait la différence, s'il te plaît, express entre besoin et envie, William? Alors, l'envie résulte d'un besoin. Un besoin, c'est ce qui me manque, hein. C'est ce qui m'est nécessaire. Il existe plusieurs types de besoins. On avait déjà parlé dans une précédente émission des différents besoins et de l'échelle de la pyramide de Maslow. On a des besoins physiologiques, manger, dormir, se vêtir. Ensuite, on a des besoins de sécurité. On a des besoins d'appartenance, des besoins d'estime et des besoins d'épanouissement. L'envie, le désir, c'est ce qui va m'amener à avoir la motivation de satisfaire ce besoin. Donc, un besoin est donc vital. Entre autres, on en a besoin pour vivre. Psychiquement. Exactement. Il utilise des sarcasmes ou des moqueries pour vous rendre mal à l'aise ou vous faire croire que vous ne valez rien. Pas cool. Il vous accuse d'être trop sensible pour minimiser ses remarques abusives. Il essaye de vous contrôler et de vous traiter comme un enfant. Il vous corrige, vous, ou vous punit pour votre comportement. Vous pensez avoir besoin de son autorisation pour prendre des décisions ou bien de sortir. Il essaye de vous contrôler financièrement et de savoir où et comment vous dépensez votre argent. Il vous dénigre et vous dévalorise sans cesse, vous ou vos réalisations, vos projets, vos espoirs et vos rêves. Il vous fait sentir qu'il a toujours raison et que vous avez toujours tort. Il porte sur vous un regard désapprobateur, méprisant et même son langage corporel est menaçant. Il va régulièrement souligner vos défauts, vos erreurs ou vos lacunes, au lieu de vous épauler, vous aider à vous améliorer et grandir, et vous corriger, vous compléter. Il est intolérant et a un manque apparent de respect sur tout. Il a une incapacité à rire de lui-même et ne tolère pas que les autres se moquent de lui. Il va s'inventer des excuses pour justifier son comportement. Il va rejeter sans cesse la faute sur les autres, mais a généralement du mal à demander pardon. Il a du mal à se remettre en question. À plusieurs reprises, il a dépassé les limites et ignoré vos besoins. Il vous reproche ses problèmes, ses difficultés dans la vie ou ses malheurs. Il vous donne des surnoms peu flatteurs, vous met des étiquettes désagréables ou vous fait des remarques tranchantes en permanence. Il est émotionnellement distant, émotionnellement indisponible la plupart du temps. Il recourt aux bourderies ou à la privation pour attirer l'attention ou obtenir ce qu'il veut. Il ne montre ni d'empathie ni de compassion à votre égard. Il joue la victime et tente de vous déconcerter plutôt que de prendre ses responsabilités. Il se désengage ou utilise la menace de l'abandon pour vous punir ou vous effrayer. Il ne semble pas se soucier de vos sentiments et il vous considère comme une extension de lui-même plutôt qu'un individu à part entière. Il utilise le sexe comme moyen de manipuler et de contrôler. Il communique des informations personnelles à votre sujet à d'autres personnes. Il minimise ou nie des comportements émotionnels abusifs lorsqu'il y est confronté. Et pour finir, il fait des menaces subtiles ou des remarques négatives dans l'intention de vous effrayer, de vous contrôler ou de vous rabaisser. Exactement, Barakallahu fiki. C'est exactement tout ce que tu viens de décrire. Vraiment, le tyran domestique. Les personnes qui sont confinées avec un tyran, ils ont double peine. En plus de pas pouvoir sortir, ils sont aussi emprisonnés dans leur tête. Mais une lourdeur, quoi. Et oui, on est très loin d'imaginer, et je recueille leurs témoignages, on est très loin d'imaginer la souffrance, la douleur que ressentent ces femmes, vraiment. Et souvent, comme c'est une douleur qui est invisible, qui ne se voit pas, moi j'ai une patiente qui en arrivait à me dire, je voudrais être malade, je voudrais avoir le Covid-19. C'est pour dire l'extrême désespoir dans lequel beaucoup de femmes vont être du fait du confinement. William, est-ce que tu pourras nous dire comment cerner un tyran domestique qui se cache derrière la religion ou pas, comment limiter les dégâts et comment se protéger mentalement et physiquement des tyrans après la pub? Ça marche. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Alors, de retour sur Facebook, n'hésitez pas à partager, commenter ou mettre des réactions. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas que cette émission, nous la faisons pour vous. Parce que oui, on est confinés, mais on reste confiants malgré tout. Exactement. Avant de répondre à ta question, je pense que ce serait bien quand même de dresser un petit portrait de ces femmes qui sont confinées avec des tyrans domestiques.
Alors, beaucoup de femmes ne parviennent pas à comprendre comment c'est possible. Beaucoup de personnes, même tout court, n'arrivent pas à comprendre comment c'est possible de se laisser violenter par son conjoint. Mais ça s'explique. Hein. Nombreux sont ceux qui croient que les victimes de violences sont forcément des femmes faibles, sans caractère, sans volonté. En réalité, c'est pas ça. Il existe vraiment plusieurs raisons pour qu'une femme reste avec un conjoint qui est violent et supporter, accepter entre guillemets ce qu'elle subisse. C'est pas un signe de faiblesse de caractère, mais c'est bien un signe, comme je l'ai dit tout à l'heure, un signe vraiment de détresse profonde. Certains pensent que ça n'arrive que aux pauvres filles qui viennent de milieux sociaux et familiaux très défavorisés. Absolument pas. Toutes les classes sociales sont touchées par ça. Les femmes qui sont victimes de violences conjugales, elles proviennent de tous les milieux socio-économiques et de toutes les ethnies aussi. C'est pas propre à une religion, c'est pas propre à un pays. Hein. Y a pas, on peut pas, c'est impossible de dresser un profil type de la victime. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce sont des femmes qui sont vulnérables, que ce sont des femmes qui sont marginalisées et que ce sont des femmes qui sont dépendantes pour beaucoup, plus que financièrement, qui sont dépendantes affectivement et émotionnellement. De leur conjoint. Parce qu'ils ont fait en sorte d'avoir cette emprise sur eux. Hein. Exactement. Voilà. Donc, les raisons potentielles qui font qu'elles ne sortent pas, elles ne peuvent pas sortir de cette emprise, elles sont multiples et elles sont complexes. D'abord, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le cycle de la violence, hein, ce qu'on a présenté brièvement tout à l'heure. En fait, ce cycle-là de la violence, il va permettre au conjoint de brouiller constamment les cartes, de brouiller constamment l'esprit de la femme et de la garder ainsi sous contrôle et de la garder sous emprise. Souvent, la femme, elle va avoir l'espoir, elle va avoir un bon espoir, elle va espérer que son conjoint, son mari change. Elle va penser à tort qu'avec tous ses efforts, avec sa volonté, avec sa gentillesse, avec sa patience, elle va réussir à sortir de ce cercle infernal. Pourtant, sans aide, c'est clair et net que c'est très, 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 très rare que l'homme violent, que l'homme tyrannique cesse de l'être. Certaines femmes, elles vont accepter des épisodes de violence parce que elles sont dépendantes, comme on le disait, financièrement de leur conjoint. Elles, en situation de confinement, elles n'ont pas où aller. Où est-ce que vous voulez qu'elles aillent? Moi, j'ai des témoignages de personnes qui me disent « J'ai été à la police et on m'a dit « Rentrez chez vous, qu'est-ce que vous faites dehors ?» Vous imaginez la violence de ce qu'elles peuvent vivre. Certaines femmes aussi ne vont pas partir parce que elles ont des enfants et qu'elles vont penser à tort qu'il faut rester pour les enfants. D'autres vont avoir peur des représailles. Également, elles vont rester parce que elles vont avoir peur d'être divorcées, d'être véritablement quittées. Elles ont peur de la menace de la rupture. Regardez le paradoxe quand même. Souvent, les hommes tyranniques, ils vont menacer de la séparation alors que c'est ce dont elles ont besoin. Ils vont menacer de la séparation. Ils vont venir activer des angoisses justement d'abandon de ces femmes-là. Pourquoi c'est si difficile pour elles de partir aussi? Parce que elles ont un sentiment de honte. Elles ont un sentiment de culpabilité qu'on ne doit pas minimiser. Beaucoup me disent si je suis victime, c'est ma faute parce que j'ai pas su comment lui parler, j'ai pas su comment, j'ai pas été dans la pièce. Au lieu de rester, de l'affronter, j'aurais dû le laisser se calmer. Beaucoup vont me dire, je sais pas comment m'y prendre, j'ai pas appris, ou c'est tout ce que je connais. Donc, il y a de la honte. Permets-moi juste de t'interrompre pour dire si les femmes qui nous suivent subissent ça, ce n'est pas vous les victimes et ce n'est pas à vous d'avoir honte. C'est vraiment à eux. C'est honteux comme comportement. Au contraire, nous sommes là pour vous soutenir et on est ensemble. Vous n'avez pas à subir ça. En période de confinement comme hors confinement. Service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Alors, nous voilà de retour sur les ondes FM. Vous pouvez nous suivre sur le direct à la radio, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube, sur la télé, sur l'application. On est vraiment partout. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, à suivre l'émission, à la partager à vos proches si elle vous plaît, à commenter, à donner vos réactions. Nous étions en train de dire pendant la pause sur le live Facebook
les conséquences psychologiques sur les femmes, que les hommes, en fait, qui leur font subir ça, leur retournent tellement le cerveau qu'ils leur font croire qu'en fait, elles ont besoin d'eux. Or que c'est pas le cas. Et moi, je complétais ma collègue et qui est aussi ma sœur Wiem, et je disais que ces femmes-là, si elles nous écoutent, sachez que vous êtes fortes, sachez que vous n'êtes plus seules, nous sommes ensemble, et que vous n'avez pas à avoir honte. C'est à eux d'avoir honte de leur comportement et de ce qu'ils font. Et que confinement ou hors confinement, on va changer les choses. Voilà. Tu reprends tout. Mon coup de gueule est fini. On était en train d'expliquer aussi les raisons pour lesquelles les femmes avaient du mal à mettre fin au cycle de la violence et à sortir de cette relation quand on est face à un tyran, bien entendu, pas quand on est juste face à un homme qui sait pas gérer ses émotions et qui est colérique, hein, on va y venir. Souvent, une des raisons qui est évoquée, en plus de la honte, c'est la culpabilité. Beaucoup de femmes me disent, oui, mais s'il m'a frappé ou s'il m'a insulté, s'il m'a maltraité, c'est pas vraiment de sa faute, c'est parce que quand il était enfant, il a souffert lui aussi de maltraitance, lui aussi il a subi des mauvais traitements, c'est juste qu'il sait pas faire. Bon, c'est vrai que certains tyrans, certains hommes violents ont subi des traumatismes lorsqu'ils étaient enfants et qu'ils ont perdu leurs limites, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus vulnérables du fait de ce qu'ils ont pu vivre quand ils étaient enfants, qu'ils sont beaucoup plus vulnérables face aux tensions, aux conflits et à tout ce qu'ils pourront interpréter comme une forme d'agression. Mais c'est pas pour autant on peut dire que tous les hommes qui ont été victimes de maltraitance vont devenir des hommes maltraitants. Il faut arrêter de généraliser, de faire ce raccourci-là. Tous les hommes violents n'ont pas subi de traumatisme dans l'enfance. Hein, sauf que beaucoup d'hommes vont se justifier en disant ça parce que ça leur permet de culpabiliser leur conjointe et se déresponsabiliser surtout, de se déresponsabiliser de leur attitude. Du coup, Wiem, est-ce que tu peux aborder les livres à conseiller à nos auditeurs? Pour nos Facebookers, nous allons un peu plus détailler, hein, parce qu'on est toujours short niveau timing. Donc, en express, les livres que tu conseilles pour trouver des clés pour limiter les désastres physiques et les conséquences du traumatisme sur le confinement, physiquement et moralement. Et j'invite nos auditeurs à revenir dès qu'ils le peuvent sur notre page Facebook France Maghreb 2 parce que c'est là où on dira les conseils, comment faire pour s'en sortir en plus des conseils de lecture. Alors, premier livre que je conseille, La violence conjugale, ce sont aussi des mots de Jacques et Valéria Salomé. Donc, Jacques Salomé a écrit ce livre avec son épouse. Souvent, la violence physique, elle démarre toujours par des violences invisibles, des violences qui sont entretenues le plus souvent par des échanges violents. C'est souvent des injonctions, c'est certaines paroles, certaines paroles menaçantes. Donc, fort de son expérience dans la communication, Jacques Salomé ici, avec son épouse, donc il nous décrypte et il nous analyse toutes les phrases anodines du quotidien qui sont toxiques et qui sont le terreau de la violence sous-jacente qui s'exprimera de façon physique dans le futur. Donc ça, c'est en prévention. Également, nous avons Le tyran domestique d'Anne Fine. Alors ça, c'est pas un livre de psychologie, c'est un roman, c'est une histoire entre Tilly et son époux qui nous parle des mesquineries, des méchancetés anodines, des griefs qui vont s'accumuler et qui vont amener notre héroïne petit à petit à maîtriser l'art. Elle va être une experte dans l'art de la manipulation et de la vengeance. Également, on a Se libérer de l'emprise émotionnelle de Sylvie Tenenbaum. Alors, moi, j'aime bien ce livre parce que, en fait, on voit que l'emprise, elle peut être aussi dangereuse que la maltraitance physique. Je me dépêche. L'intérêt de ce livre, c'est comment reconnaître l'emprise émotionnelle dès les premiers signes, à quel prédateur ai-je affaire, et donc ça permet de pouvoir se positionner, et bien sûr, comment en finir avec l'emprise. Il y a un autre livre qui va dans le même sens que celui que je viens de présenter, c'est Personnalité toxique de Bernardo Stamateas. Et puis, on a également un dernier livre, c'est Sortir de la maltraitance d'Edith Lombardi. Donc, il s'agit ici de témoignages de femmes qui sont parvenues à se sortir de la maltraitance, qui ont réussi à quitter une relation toxique et qui ont pu se raccrocher à la vie. Donc, ça demande beaucoup d'efforts. Mais en tout cas, ce livre-là, il a l'intérêt de nous démontrer que c'est possible.
Alors, pour tous nos auditeurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook, YouTube, nos réseaux. Ça risque de couper à tout instant. Du coup, on vous dit bonne fin de journée. William donne toujours des questions à domicile. On se retrouve demain 11h midi pour une émission de folie. Les Facebookers, on reste là et on continue. Au revoir et à demain. William.